On va commencer. Alors donc, on me connaît sur Internet sous le pseudo du colonel Von Hagen. J'anime le Cercle Richelieu, qui est un cercle de réflexion royaliste. Mon prénom c'est David. Hein. Vous n'allez pas m'appeler colonel tout le temps, vous déconnez. C'est pour vous dire d'où je parle, qui je suis, etc. J'ai pas fait d'études d'histoire, rien. Je suis juste un espèce de passionné acharné d'histoire. Pour la bonne et simple raison que l'histoire, sont nos racines profondes, c'est ce qui permet de nous rattacher à notre identité de Français. Si nous étions, je sais pas, américains, on aurait une histoire américaine et on aurait des identités américaines. Mais c'est pas le cas, hein, on est français. Je suis installé au Puy-en-Velay depuis 5 ans environ, et je suis tombé en amour complet pour la région, parce que je fais de la reconstitution médiévale. Initialement, je fais du 13e, 14, un peu de 15e. Et les fêtes du roi de l'oiseau, c'était quelque chose que je trouvais admirable. Et ça m'avait poussé en fait à aller faire quelques petites recherches sur le Puy. Alors notamment dans un contexte particulier qui est le contexte des guerres de religion, parce que je suis sculpteur de figurines pour le Wargame, et il y a une lacune en fait dans cet univers-là sur tout ce qui correspond aux guerres de religion en France en tout cas. Plus tard, la guerre de 30 ans est traitée, mais les guerres de religion en France, il n'y a pas forcément une approche pragmatique comme peuvent le faire certains historiens anglais, notamment je pense à une boîte d'édition qui s'appelle Osprey, qui fait des monographies en fait sur des sujets vraiment précis, etc. Et donc voilà, j'ai pas de diplôme d'histoire, je suis juste un espèce d'étudiant, c'est pour ça que je vous fais une présentation et non pas une conférence. Je fais pas de recherche. Pas encore, je suis pas encore dans le cadre où je vais aller aux archives départementales, etc. J'ai fait ma carte il y a pas longtemps. En fait, quand je suis arrivé sur le Puy, j'habitais tout en haut là, à côté du séminaire, hein, et c'est chargé émotionnellement, c'est chargé de tout un tas de trucs, c'est magnifique, la pierre vous parle. Eh bien, on m'avait invité à la fête des voisins, c'est comme ça que j'ai rencontré l'évêque du Puy. Alors, j'avais jamais vu un évêque de ma vie, c'était très intéressant. Je ne ferai pas de commentaires. Mais on m'a fait visiter également, vous savez, cette espèce de grande tour qui est à côté, où on a fait un musée du pèlerinage. Et lors de cette fête des voisins, on nous a fait une visite en petit comité de tout ce bâtiment qui est magnifique, l'intérieur est très très beau. Et incidemment, le gars qui nous faisait la visite nous dit ça appartenait au baron de Saint-Vidal. Alors moi, je connaissais pas la région, je savais pas qui était le baron de Saint-Vidal, ça m'a poussé à m'intéresser à lui. Mais le commentaire suivant m'a fait un peu tiquer. Vous allez comprendre pourquoi. Le baron de Saint-Vidal, il le qualifiait de criminel de guerre. Ah, je l'ai regardé, j'étais un criminel de guerre. Et donc je lui demande, mais la qualification de criminel de guerre, c'est quelque chose qui apparaît bien plus tard. Hein. On n'est pas à Nuremberg à l'époque, on est quand même au 16e. Quand même. Donc, il y avait un problème. Il me fait, mais si, rendez-vous compte, c'est un criminel de guerre. Et là, il me relate une affaire. Pendant le siège, c'est là que j'apprends, parce qu'à l'époque, je l'ignorais complètement, qu'il y a eu en 1562, si je me rappelle bien, c'est ça, le premier siège du Puy par les Huguenots. Et en fait, le baron de Saint-Vidal, apparemment, dans toutes ces échauffourées, va faire en fait une tactique que je qualifierais de mexicaine. Il va laisser rentrer les Huguenots dans une rue, il va fermer les deux côtés de la rue, et il y a des arquebusiers sur les toits qui vont flinguer tout le monde. Bon. Moi, je trouve pas ça très choquant, c'est la guerre, hein. Mais, pour le monsieur qui nous faisait la visite, c'était un crime de guerre. C'est horrible. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à tout ça, parce que, comment dire, quand vous commencez en fait à rentrer dans cette étude là des guerres de religion, etc., vous apercevez qu'il y a un traitement du sujet qui est très spécial. C'est-à-dire que les protestants sont les victimes dans l'histoire. Hein, ce sont des persécutions sur les protestants, etc., etc. Je vais vous lire une petite citation. Alors c'est tiré de cet ouvrage
Alors je suis même allé l'acheter parce que c'est intéressant quand même. Ça s'appelle Complainte des Huguenots en Velay. C'est publié aux éditions des Cahiers de la Haute-Loire. Et donc ça relate, les sources, c'est le Mazet Saint-Voix, hein. Bah oui. Et donc c'est un recueil de chants, etc. Alors c'est intéressant, j'ai pas tout lu, hein, je vous l'avoue, mais je trouve que c'est une belle photographie. Cependant, il faut quand même qu'à un moment donné, on nous dise la chose suivante. Les 3 cahiers de complaintes ici publiés ont été compilés vers 1777, en 1837 et 1838, à quelques kilomètres les uns des autres, dans le périmètre de cette dernière commune, donc le Mazet-Saint-Voix. Ce trait nous rappelle la profondeur de l'ancrage du protestantisme sur ce plateau. Vous verrez qu'au XVIe siècle, il n'y a qu'un endroit, il n'y a pas un ancrage, non, il y a un endroit, c'est le Mazet-Saint-Voix. Mais bon, bref. Et la dimension proprement huguenote de cette mémoire chantée, qui mérite si bien le nom de complainte, 29 d'entre elles, 80%, concernent la condition des nouveaux convertis ou les persécutions qui touchent les pasteurs du désert et des fidèles. Ce trait, associé à une foi très vive, permet de mieux comprendre pourquoi les Juifs ont été aussi bien accueillis sur place dans les années 1940. Vous savez ce qui s'est passé. Voilà. Donc, moi, j'aime l'histoire, mais j'aime pas les raccourcis. Je trouve que c'est assez audacieux de faire ce genre de raccourcis, et donc on a là un traitement de l'histoire qui est, à mon sens, une erreur totale, qui est d'aller comparer 2 époques totalement différentes, 2 peuples, croyances, ce qu'on veut, complètement différentes, et de les traiter de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait un raccourci, les protestants du XVIe sont les juifs du XXe siècle. Non, ça marche pas comme ça. C'est un peu dommage pour ce qui est de l'histoire. Je vais voir. Alors, je m'appuie. Bon, bien sûr, hein, tout ce qui est biographie, etc. Frise. C'est vrai. Hein, je suis allé dans Wikipédia parce que c'est quand même, il compile assez bien. Il y a des conneries, mais bon, les dates en général, ils les inventent pas. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas le cas. Et sinon, il y a cet excellent livre de Bernard Rivet, toujours publié au Cahiers de la Haute-Loire, parce qu'effectivement, lorsqu'on veut avoir de l'histoire régionale en France, il faut s'appuyer sur des gens qui sont enracinés et qui aiment leur contrée. Je pense pas que Monsieur Bernard Rivet ait une quelconque volonté politique là derrière. Hein. C'est de l'histoire. C'est très 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 complet. Alors je n'en extrais que certaines parties qui correspondent aux événements des guerres de religion, mais là, dans ce livre, vous allez trouver toute une étude du Puy-en-Velay à l'époque, donc sur le XVIe siècle. Donc les guerres de religion en France, pour vous faire un petit contexte historique. Alors au niveau du plan, je vais d'abord vous parler un peu du contexte historique. Je vais pas rentrer en détail dans les guerres de religion parce que sinon ça nous prendrait, je pense, plusieurs heures. Ça a déjà été fait au cercle, mais le Puy au XVIe. Je vous parlerai du baron de Saint-Vidal, bien sûr, d'un certain capitaine Blacon, du prince de Condé et de Antoine de Crussol, duc d'Uzès. Donc les guerres de religion en France, c'est une période qui s'étale de 1562 à 1598. Il y a 8 guerres identifiées. Hein. C'est considérable, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 30 ans, les gens vont littéralement s'écharper. Hein. C'est pas... On a tendance à... Alors déjà, on n'étudie pas ça à l'école. Hein. Mon fils qui est là pour en témoigner. Les conflits, les batailles sont nombreuses, mais il faut remonter un petit peu en arrière pour comprendre un peu les prémices de ce truc-là. C'est-à-dire que François Ier va rentrer des guerres d'Italie. Le royaume n'est pas forcément dans une bonne posture financière, on va dire. Et donc c'est le traité de Cateau-Cambrésis qui met fin aux guerres. Et moi je remarque personnellement quelque chose, c'est que François Ier, on lui attribue le fait de rentrer en France avec des artistes, des architectes, etc. C'est donc la Renaissance française. Hein. Je suis pas d'accord avec le terme, mais c'est personnel.
Mais en tout cas, il revient aussi avec d'autres choses. Et là, je vous renvoie à un ouvrage de Jean Lombard sur ça s'appelle l'histoire secrète du capitalisme. C'est un ouvrage qui a été écrit dans les années 60. Jean Lombard, c'est pas n'importe qui, il est lauréat du concours des ambassades dans les années 30 et c'était un chartiste. À une époque où sortir de l'école des chartes, ça veut quand même dire quelque chose. Jean Lombard dit la chose suivante. Le diocèse de Meaux devient le modèle du mouvement évangélique. On y interdit les quêtes, le culte des saints et certaines réjouissances. Et on y introduit l'usage du français dans la liturgie. C'est curieux. C'est tôt quand même, pour faire ce genre de... C'est progressiste quand même. Donc ça veut dire que... Alors j'irai pas non plus trop loin là-dedans, mais il y a en Italie un terreau fertile à certaines réformes, etc. Et on pourrait estimer que François Ier prête le flanc à la future réforme. Voilà. Alors là aussi, je vous ai pas précisé que je suis royaliste. Et c'est pas parce que je suis royaliste que j'ai une adoration sans faille pour tous les rois de France. Faut pas non plus être complètement... Je suis pas un idolâtre. Le 2 juin 1528, donc on est bien avant les guerres de religion, les réformés vont mutiler des images à Paris. Et le roi répond par une procession expiatoire, etc. Un certain Berquin est exécuté en 1529, en mars, pour recel de livres luthériens. Ça commence déjà un petit peu. Oui, parce que bon, voilà, vous le savez tous, en 1517, Martin Luther oppose les 95 thèses contre les indulgences sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg. Et nous dit-on, il est indigné de la dérive marchande de l'Église. Cela dit, moi aussi je trouve pas ça terrible. Mais bon, ça n'engage que moi. Et donc parmi les grands noms qui vont se distinguer pendant... Ça va ? C'est pas du moment que t'enregistres. Parmi les grands noms en fait qui vont se distinguer pendant la guerre de religion, pendant ces 36 années de combat, on a bien sûr le prince de Condé, Coligny, etc. Je vais pas forcément revenir dedans. Donc ça c'est pour les protestants. Et bien sûr Henri Ier de Guise pour la Sainte Ligue. La Sainte Ligue, c'est les catholiques. Mais vous verrez que c'est très compliqué en fait. C'est pour ça que je vous disais, je peux difficilement rentrer dans le détail purement des guerres de religion en France, parce que sinon en fait ça va nous prendre vraiment très longtemps. Ce qu'il faut retenir, je pense, de cette période, c'est que les protestants ne sont pas les victimes, ou alors des victimes très très élémentaires, parce qu'ils vont quand même avoir leur lot de batailles, de massacres, etc. Donc ça, on l'oublie très très souvent. Mais la Sainte Ligue n'est pas exempte non plus de tout un tas de déprédations. Et finalement, en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir un regard trop contemporain sur ce genre d'événement. C'est la guerre. On est dans un contexte où la religion catholique, c'est la religion du Royaume de France. Et à partir du moment où on commence à mettre en danger la religion catholique dans le Royaume de France, on s'attaque au Royaume de France. Donc, on se pose de toute façon en ennemi de la royauté. Ça va se compliquer bien sûr par Henri de Navarre, Paris vaut bien une messe, etc. Donc ça va pas être très très simple. Donc je ne vous détaillerai pas tout ça, mais je peux quand même vous donner au moins les dates. Donc ce qu'on appelle la première guerre de religion, donc c'est 1562. Ça démarre également au Puy-en-Velay à cette date-là. 1562-1563, il y a une accalmie. 1567 à 1568, on reprend les combats. De 68 à 70, c'est le troisième. De 72 à 73, 74, 76, 77, l'année 77 en fait, de mai à septembre. Et ensuite 79 à 80, 85 à 98, et 98, on va s'arrêter avec, j'oublie régulièrement son nom, il est là, avec le traité de... Alors d'abord il y a le traité de Joinville, et après... Comment s'appelle-t-il ce traité à la fin ?
Vervins. C'est le dernier acte, en fait. Il y a l'édit de Nantes le 30 avril 1598. Et en 1598, le 2 mai, il y a le traité de Vervins. Les Espagnols rendent à la France les territoires occupés, parce qu'évidemment, l'Espagne s'est mêlée de tout ça. Enfin, donc, là aussi, il faut faire une petite note, c'est-à-dire que les guerres de religion en France sont les prémices de la guerre de 30 ans au siècle suivant, avec la deuxième défenestration de Prague, c'est la deuxième, je crois, je suis pas sûr, la bataille de la Montagne Blanche, etc. Et puis après ça embrase quasiment l'Europe. C'est une vraie grosse guerre européenne. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, au siècle suivant, c'est là. 1618 à 1648, c'est la guerre de 30 ans. Je pourrais aussi vous en parler un de ces quatre, parce que j'ai étudié un petit peu les faits militaires de cette époque. C'est assez intéressant. L'armée française subit des mutations, notamment à cette période. Donc ça peut être pas mal. Le Puy-en-Velay. Alors, nous, on appelle ça le Puy-en-Velay. Mais bon, vous le savez très certainement, peut-être même mieux que moi, si vous êtes natif du coin, ça s'appelle pas le Puy-en-Velay, ça s'appelle le Puy. Alors, en préparant la présentation, j'étais un peu ennuyé, parce que moi, je suis pas natif du coin, c'est plutôt, je pense qu'il y en a plus dans le coin, là. Donc, je voudrais pas faire le mec présomptueux qui débarque et qui vous parle de votre région, ça me gêne un peu, mais bon. Donc, c'est la capitale de l'ancien Velay, siège des états particuliers du Velay. C'est la 6e ville du Languedoc. Et ces armoiries, vous savez, alors, je vais vous le lire, exactement, sont semées de France, d'azur semé de lys, à l'aigle argent au vol abaissé, brochant sur le tout, l'écu est accolé de 2 palmes de sinople, liées d'azur. Ces armes lui furent accordées sous Hugues Capet en 992. Donc ça date pas d'hier, le Puy. Il est à noter que l'évêque du Puy est aussi comte de Velay. C'est une particularité. Ce qui va en fait au fur et à mesure, bon ça vous devez le savoir, il y a eu une espèce de rivalité entre les Polignacs et les évêques du Velay pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un évêque du Velay qui soit Polignac. C'est pratique aussi. C'est bien la politique. Le Puy-en-Velay aussi, alors moi c'est en venant habiter ici que j'ai découvert ça, vous le saviez peut-être, mais le Puy-en-Velay est le départ de la première croisade. Ils partent des marches, donc c'est la démarche de Monteil qui va guider nos vaillants croisés. Ça aussi je pourrais vous en parler, je prépare un truc sur la première croisade et la première bataille conséquente qui est la bataille de Dorillet, où vont se battre des gens de chez nous. Parce que parmi les premiers croisés, on peut noter également le seigneur du Béage et le seigneur de Montlore, juste à côté de Coucouron. Il y avait un château fort qui s'appelait Montlore, et le seigneur du Béage et le seigneur de Montlore sont les premiers à se croiser. C'est intéressant parce que on n'imagine pas, mais il y avait des seigneuries là-haut. Il n'y avait pas que des chèvres et des moutons. Et donc pour vous dire que le Velay en fait est une région déjà importante. Si vous, alors je peux pas vous le montrer comme ça parce que c'est pas pratique, il me faudrait un écran, mais si vous, il existe une carte que je pourrais vous montrer après si vous voulez, qui détaille bien cette position centrale du Puy vis-à-vis des échanges commerciaux. Par exemple, on peut distinguer une route marchande entre Lyon, Le Puy et Toulouse, et dans l'autre sens également. Il y a des foires, etc. C'est pas un pays enclavé. C'est un pays déjà géré par l'Église catholique, donc on est sur une terre sainte entre guillemets. Je sais pas si vous connaissez les prophéties de Marie-Julie Jahenny, mais apparemment le Puy serait un petit peu protégé. C'est intéressant. Je vais vous parler donc parmi les grands noms que l'on retrouve dans les guerres de religion en France à cette époque-là. À partir de 1560, le protestantisme est actif, et très actif. On va retrouver donc parmi les grands noms, bien sûr, le prince de Condé, dont je vais vous parler un peu plus tard, mais également Pierre et Antoine de Crussol. Alors Pierre et Antoine de Crussol, ils sont attachés à la région.
C'est-à-dire que Antoine de Crussol, on nous dit qu'il est chef militaire protestant, chevalier d'honneur et familier à la cour de la reine Catherine de Médicis, et il a été employé à plusieurs reprises par la couronne pour servir d'intermédiaire auprès des chefs protestants. Il servait d'ambassadeur, etc. Parce que ça aussi, je pense qu'il faut le préciser, à de nombreuses reprises, on a essayé de ménager cette histoire. Il ne s'agissait pas non plus que tout le monde s'entretue allègrement. Mais ça n'a pas toujours très bien marché. Durant les guerres de religion, il va être donc chargé par la cour de pacifier le Bas-Languedoc, la Provence et le Dauphiné. Il est donc l'époux, d'où son attachement un peu à la région, enfin à la grande région, on va dire. Il est l'époux de Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre. Et c'est parce que son épouse a une grande influence à la cour qu'il va se retrouver duc d'Uzès. Alors là aussi, on peut faire. Alors, je pense que je reviendrai un peu là-dessus. Mais quand vous regardez un petit peu toute cette période, vous êtes un petit peu surpris par les dimensions géographiques. C'est-à-dire que je sais pas comment vous dire, mais je suis toujours très étonné. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir le bailliage de Mende plus tard, par exemple au XVIIe, XVIIIe siècle, le bailliage de Mende qui rend la justice sur toute la région. Mende, c'est loin. Vous avez une partie du Velay, plutôt vers Saint-Étienne, qui dépend à un moment donné du bailliage de Beaucaire. Ouais, c'est loin Beaucaire. Et parce qu'en fait, en fonction de comment les terres sont attribuées à certains seigneurs sont plutôt attachés à d'autres bailliages, etc. Et donc finalement, la justice serait rendue de Beaucaire. C'est pas très pratique. Et par exemple, nous sommes rattachés, nous, à la période des guerres de religion, aux États généraux à Toulouse. C'est pas à côté, Toulouse. Hein. C'est bizarre parce que c'est pas Lyon. Alors ça peut s'expliquer, à mon avis, par tout un tas de raisons. Je pense, notamment par le statut bizarre du Dauphiné, etc. Un peu trop près des frontières, etc. À mon avis, c'est pas l'endroit le plus stable. Cependant, alors j'ai pas fini de lire ce bouquin, je l'ai commencé il y a quelques jours parce que je l'ai reçu il y a quelques jours, qui est une étude du Centre français sur les études sur le renseignement. Et il y a quelqu'un qui a fait une étude sur les services de renseignement pendant les guerres de religion. C'est en fait toute la période qui va des guerres de religion jusqu'à la Révolution. Et c'est une très belle étude, hein, il y a vraiment du lourd. Et alors, curieusement, ce qu'on apprend, c'est que le renseignement du roi, par contre, venait de Lyon. C'était des gens de Lyon qui venaient faire du renseignement dans la région. C'était des gentilshommes. On parle à aucun moment dans les textes, on vous parle d'espions, enfin c'est pas ça. Hein. C'était des gentilshommes qui se promenaient. Bon, c'est bien, une bonne activité, ils se promènent. Puis ils ouvrent leurs esgourdes, ils regardent et puis ils s'aperçoivent de choses. Oui. J'ai une petite question, mais à un moment donné, je suis pas féru du tout en histoire, mais il me semble que le Puy était pas rattaché à Toulouse, enfin au Languedoc. Ah si. Administrativement. C'est ce que je disais, c'est les États généraux de Toulouse. Voilà. Tout à fait. Et même au point de vue religieux, je crois bien aussi. Alors ça c'est curieux parce que moi ce que j'ai trouvé c'est qu'on était rattaché au diocèse à côté d'Aubenas là. Non. Viviers par là. Ah, Viviers. Ouais. J'ai même retrouvé, alors ça doit perdurer en plus parce que même après la Révolution, parce que j'ai retrouvé dans ma maison qui est ancienne des livres de messe qui datent de 1900 du diocèse de Viviers. D'accord. Alors est-ce que le Puy était rattaché alors peut-être que le Puy lui-même était rattaché ailleurs, mais je pense pas. D'accord. Par contre, les territoires autour, c'est moi en fait, étant sur le plateau là-bas, enfin au démarrage du plateau, j'ai l'impression que même à cette époque-là, même au XVIe, il y avait une sorte d'enclave et on n'était pas rattaché forcément à la même région administrative que le Puy. Ce qu'il faut en fait comprendre aussi,
c'est qu'on est pas mal désorienté avec le découpement républicain. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vit. Enfin, par exemple, moi, en fait, administrativement, je suis rattaché à la Haute-Loire, de par où j'habite. Mais à l'époque, j'étais pas rattaché à la Haute-Loire. La Haute-Loire n'existait pas. Il y avait le pays de Velay, le Gévaudan, le Vivarais, le Forêt. C'est tout. Tout ça, en fait, a été joyeusement dégagé parce que quand vous arrivez avec une nouvelle administration, vous faites table rase du passé. Hein. C'est des communistes, hein, les républicains, faut pas oublier. C'est vrai. Bah oui, merci de confirmer ce que je viens de dire. C'est un peu audacieux quand même. Mais alors, voir page 149. Ah oui. Parmi donc les grands personnages aussi. Alors là, je pompe royalement sur Bernard Rivet. Donc je vous ai parlé d'Antoine de Crussol. Il y a également Henri de Montmorency, comte de Danville, qui était gouverneur de la province en 1563. Guillaume de Joyeuse, lieutenant général du roi en Languedoc. Donc la lieutenance, un lieutenant général, c'est, si vous voulez, c'est un officier de justice. Hein, c'est pas en soi, c'est pas que un militaire. Hein. C'est d'ailleurs intéressant, petit aparté, si vous me permettez. Alors si vous voyez que je pars dans tous les sens, faut me le dire. Les lieutenances, les baillis, les viguiers, tous ces noms-là, en fait. Un bailli ou un viguier, en fait, c'est un officier de justice, mais ça correspond à la période médiévale. Et ce qu'on appelle un bailli dans le nord, c'est un viguier dans le sud. Mais c'est la même chose, en fait. C'est pareil. C'est juste qu'une question, 1, d'époque, et 2, de géographie. Mais tous ces gens étaient des chevaliers. La chevalerie, en fait, on a souvent une mauvaise image de celle-ci. Ce n'est pas juste une bande de guerriers, en fait. Le chevalier, alors moi j'aime bien faire ce parallèle-là, vous allez me dire, c'est personnel, hein, mais pour moi, en fait, rien n'exprime mieux la chevalerie que les Normands. Parce que les Normands sont ces Vikings arrivés en France, vaillants, combattants, etc., la meilleure cavalerie, en fait, de l'an 1000, mais qui vont prendre toute leur dimension lorsqu'ils vont devenir catholiques. Et parmi les grands qui font la première croisade, on a quand même Robert de Normandie. On peut pas exactement qualifier ce garçon de lâche. Hein. Donc ils vont notamment les Normands d'Italie avec Bohémond de Tarente, etc. vont vraiment être en avant. Et finalement, donc un lieutenant général, c'est censé être cette continuité de la chevalerie, mais qui devient un peu plus administrative. Donc là, on est au XVIe siècle, ça commence à devenir un peu administratif. Et on est en train d'un peu perdre cette noblesse d'épée, qui commence un peu à décliner aux alentours du XIVe siècle, vers la noblesse de robe, donc de l'administratif. Et ce XVIe siècle est assez charnière. Vous notez bien que dans l'histoire scolaire, le XVIe siècle, il est charnière parce qu'on vous dit que c'est la Renaissance, les Lumières, etc. Alors eux, c'est positif. Moi, je vais vous y opposer l'autre côté, qui à mon sens est absolument négatif, où en fait, on va voir être évincé la noblesse d'épée au profit de la noblesse de robe. Et ça pose un problème fondamental, pour le faire court, pour vous le faire court, c'est l'intérêt financier là-dedans, puisqu'on va commencer à se revendre, à acheter des charges, etc. Et quand on commence à faire ça, on peut se poser la question de la sincérité et de l'intérêt que l'on porte au peuple. Le chevalier est un officier de justice, avant d'être juste un guerrier. Donc voilà, c'est pour faire un petit aparté sur la lieutenance. Laissez-moi retrouver, voilà. Et donc en fait vont s'opposer, alors à travers en fait les rois Henri III, Henri IV, etc. vont s'opposer également en Velay leurs hommes. C'est-à-dire qu'en fait à un moment donné le baron de Saint-Vidal, vous allez voir un peu plus loin, va se retrouver, il a le titre de, je l'ai mis où le baron de Saint-Vidal?
Il va se retrouver être comment on appelle ça? Ça va être le gouverneur, en fait, je cherche le titre, c'est terrible. Bon, en gros, oui. Si vous voulez, c'est le gouverneur des régions du Velay, du Vivarais et du Gévaudan. Et en fait, c'est le roi Henri III qui va lui opposer le comte de la Chaste. Alors, ne rigolez pas, il s'appelle comte de la Chaste, mais ça se prononce comte de la Chatte. Et les Poneaux sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous retrouver à avoir une sorte de double gouvernance, avec d'un côté Saint-Vidal, qui est lui légitime pour les Poneaux, et la Chatte, qui est la Chaste, qui est c'est terrible, qui est envoyé par le pouvoir, et les Poneaux n'en veulent pas. Sachant en plus que Saint-Vidal donc est membre de la Sainte Ligue, et la Chaste, lui, il est en face. Ah bah non. Mais bah si les Poneaux sont catholiques majoritairement. Voilà, les Poneaux, la majorité des Poneaux sont des habitants du Puy sont catholiques. Et il y a donc le Mazet-Saint-Voix comme un des rares foyers protestants. Et donc, la grande figure militaire du secteur, c'est le baron des Adrets. Il va en fait, il ne peut pas se rendre directement au Puy pour attaquer en 1562, et il va envoyer donc le capitaine de Blacon. Alors, capitaine de Blacon, je suis désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Vous voulez que je vous parle de François de la Chaste? Parce que je l'ai retrouvé. Non, il est intéressant, François de la Chaste. Seigneur de Vernoux, baron de la Faille, de la Brosse et de Saint-Just, baron de Chaste. Il naît en 1547, donc il est jeune à l'époque où tout le monde s'écharpe. Ça, c'est intéressant aussi à noter dans ces époques-là. On se bat très jeune. Hein. C'est pas une affaire de vieux barbons. Bon, vous connaissez l'exemple célèbre de Du Guesclin qui tue son premier homme en duel à 14 ans. Comment s'appelait-il Henri de la Roche-Jacquelin va guider les armées catholiques et royales, il a 17 ans. Vous vous rendez compte? Rappelez-vous de ce qu'on faisait à 17 ans. Hein, est-ce qu'on était capable de charger? Peut-être bourré, je suis pas sûr, sinon. Quoique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la Chaste, enseigne à la compagnie de Saint-Vidal, initialement. Enseigne, c'est porte-drapeau, c'est un grade dans l'armée. Hein, c'est un beau grade, hein, c'est pas... là aussi, le gars qui tient le drapeau, c'est quelqu'un d'important. Il est nommé capitaine de 50 hommes par la suite, chevalier de l'ordre du roi, et il est pourvu en 1587 de la charge de sénéchal du Puy et bailli de Velay. Voilà, et le précédent, c'était le seigneur de Rochebonne, Pierre Châteauneuf, qui va démissionner. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que Saint-Vidal et lui se connaissent. Et c'est ça qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est vraiment une guerre civile. Enfin, vous vous entretuez avec des gens que vous connaissez. Vous allez voir à un moment donné, en 1562, là, pendant le siège du Puy, ils se reconnaissent de par les murs. Et après, à un moment donné, pendant une accalmie de la guerre, il y a notamment un des types, là, je vous donnerai l'anecdote tout à l'heure, mais qui est reconnu parce qu'il essaye de revenir dans sa maison. Faut le faire, quoi. C'est-à-dire que vous imaginez un peu le truc, quoi. Imaginez-vous là où vous êtes entretenu avec vos voisins, mais bon, 3 ou 4 ans plus tard, vous vous dites c'est ma maison quand même. Et puis tu rentres serein, non, ça va pas le faire. En fait, pour revenir sur la Chaste, c'est il va avoir un destin tragique comme la plupart de ces gens, à part peut-être Condé. Il va mourir pas loin d'ici, à la porte Saint-Gilles, lors d'un assaut, le 16 octobre
1594. Bon. Cruel destin, mais enfin bon, il est allé jusqu'au bout, on peut pas lui en vouloir. Hop, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Voilà. Donc 1562, on a la première grosse agression au puits. Ça va être là que va émerger la figure du baron de Saint-Vidal. L'agression suivante, je vais vous faire puis on reviendra un peu en arrière. Mais l'agression suivante, donc 1562, il y a le premier siège. Il y a une sorte de paix entre 1568 et 1573. Faut bien voir ça sur le temps long. Parce que, à l'image de ce qui se passe dans le reste de la France, les événements sur le Puy se passent aussi sur 30 ans. C'est-à-dire qu'en plus, je pense que d'un point de vue humain, vous avez 2 générations là qui vont vivre le Puy-en-Velay en guerre, une guerre larvée avec des coups de main à droite à gauche. D'ailleurs, qu'il y a des par exemple, lorsqu'ils arrivent en 1562 pour faire le siège, ils vont, on nous dit que ils vont s'attaquer à Vals. C'est pas au Puy, Vals. Enfin, je sais pas ce que ça vous fait, mais moi, en fait, quand je commence à chaque fois que je passe en bagnole à amener mes mômes et que je repense à toutes ces histoires, je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, c'est dingue. Je suis en bagnole à un endroit, en fait, qui c'était des champs et c'était un petit village. Et puis à un moment donné, il y a une bande de tarés qui ont décidé enfin, voilà. C'est curieux quand même. Quand vous remettez tout ça en perspective, les distances, le temps, ça devient complètement dingue. La région du Puy, vous savez, moi j'ai un rapport très bizarre à l'histoire, j'ai un rapport géographique un peu. Par exemple, pour moi le Puy a toujours été identifié dans ma tête à la période du 15-16e siècle. Pourtant on trouve d'autres choses. Mais bizarrement, on dirait que pas mal de constructions, de bâtiments sont figés dans cette période-là. Quand vous partez du côté dans les Corbières c'est figé dans le XIIIe siècle. C'est curieux, mais la plupart des choses que vous y trouvez, c'est du XIIIe. Et curieusement, en France, vous pouvez vous balader quand vous allez par exemple dans le Vexin, au-dessus de Paris, vous avez l'impression que c'est figé dans le XVIIIe, les constructions et du colombage, etc. Donc le Puy-en-Velay est un peu figé là-dedans. Et la géographie, par exemple, vous pouvez aller à comment ça s'appelle, Solignac-sur-Loire, là au-dessus. Là. Il y avait un château au XIIIe. Il y a eu une guerre entre Solignac et Arlande. Pas Arlande, je raconte. Et Polignac. Entre 1460 par là, ils se sont fait la guerre, Solignac et Polignac. Et c'est dans les. Alors pour le coup, ça, j'avais cherché vraiment. C'est pas dans un livre. Il y a une vraie guerre avec des armées des armées à leur dimension, mais c'est curieux. C'est décrit comme une guerre. Bref. Et tout ça en plus en plein milieu de la guerre de 100 ans, et c'est un conflit qui n'a strictement rien à voir avec la guerre de 100 ans puisqu'il se tape sur la tronche pour des raisons de succession. Voilà, petit aparté. J'en fais beaucoup. Donc l'assaut sur le Puy est donné le 4 août 1562. Et voilà, comme je vous le disais, à la tête des assiégeants, les Poneaux ne pouvaient pas ne pas remarquer la présence de 2 de leurs compatriotes, le sieur de Saint-Just d'une part, et d'autre part Jacques Guitard, surnommé le Port Guitard. J'aime bien à cette époque-là, ils ont le verbe haut, c'est marrant. Et c'est ce fameux Guitard qui va essayer de reprendre possession de sa maison, et mal va lui en prendre. Enfin bon, il rigole pas à l'époque. Hein. Ça pend place du Martouré. Ouais. Et on enterre les gens. Vous voyez la mairie. Bon là, il y avait une église. Hein. Donc il y a la place. Il y avait un cimetière, non? Et ouais, et il y avait un cimetière au-dessus. C'est fou. Putain, j'aurais pas été. Enfin, tu creuses tes fondations dans un cimetière. C'est vraiment curieux. Donc voilà, c'est à cet endroit-là qu'on exécute les gens
Bon, souvent des protestants, faut le dire. Enfin, ça, qui a pas protesté. C'était facile, je sais, mais j'ai le droit. Donc c'est là qu'émerge la figure du baron de Saint-Vidal. On va se pencher un peu sur Saint-Vidal, genre. Et pourquoi on l'appelait le baron le port de guitare? Parce que c'était un assassin, c'était un... Oui, il est. Alors oui, c'est vrai qu'il faudrait que je revienne là-dessus. Il faudrait que je vous le retrouve. J'avais pas prévu de rentrer trop là-dedans, mais en gros. Messieurs de la justice, c'est là. Donc on est en 1568. Guitare était revenu habiter sa maison, rue de la Chêne-Bouterie. Oui. Il fut l'objet permanent de l'opprobre public. Chacun raconte Burel. Burel, c'est un des chroniqueurs en fait du Puy. Que même les enfants l'injuriaient, lui crachaient au visage. Donc c'est le port Guitare. Jacques Guitare, ayant été violemment pris à partie par un cordonnier qui désirait le mettre à mort, c'est le cordonnier lui-même qui fut en définitive tué par lapidation par des protecteurs de Guitare. C'était la guerre civile. Hein. Il s'ensuit une très grave émotion populaire. La maison de Guitare, qui s'était enfuie, fut pillée de fond en comble, à son de tambour par toute la ville, pour venir au pillage de Guitare, comme aussi avec le tocsin et cloche de Saint-Hilaire. Voilà. C'était là. Alors il y a aussi, alors si vous me permettez une autre petite digression, on m'a raconté une histoire, faut que je la vérifie, ça date du XIVe siècle. À cette époque-là, la garde de l'évêque, le sergent d'armes de l'évêque, viole la fille du prévôt des bouchers. Faut pas. Ah non, c'est des bouchers. Donc vous avez eu la rue de la boucherie, etc. C'est là qu'était la corporation des bouchers. Et après, d'après ce qu'on m'a raconté, en fait, le prévôt des bouchers, et puis tous les bouchers, et puis les tripiers aussi, avec leurs feuilles là, ils montent chez l'évêque, ils se saisissent du sergent de la garde, ils le couvrent de chaînes et ils vont le jeter depuis le haut d'une tour. Voilà, c'est réglé. C'est la justice. Fallait pas violer, mon gars. Moi, je trouve ça intéressant. Personnellement, il y a peut-être une piste. Il y a une piste. Non, ça coûte moins cher. Bon, les chaînes, tu les récupères. Bon, j'arrête. Mais voilà, c'est expéditif. Alors, cela dit, ça se passe pas toujours comme ça. À la suite, donc, bonjour, de l'affaire de Guitare, on va avoir la chronique suivante. Messieurs de la justice finirent bien par intervenir comme gens d'honneur de toute diligence, mais le désordre dura la moitié de la nuit. Malgré cela, les Huguenots du Puy, menés par maître Jean Fin, fils d'un boucher du Puy nommé Monsieur Blancard, firent venir du Grand Conseil un conseiller nommé Monsieur Leroux, Huguenot, lequel logeait au logis de Falcon au Puy, c'est un peu au-dessus, hein, ça il me semble, fit le procès du dit pillage, étant en volonté de faire mourir les susnommés. Mais fort heureusement, un arrêt du Parlement de Toulouse devait interrompre cette escalade de vengeance privée collective, puis publique. Donc il y a quand même une justice. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, chacun essaye de se faire... Non mais ça filme plus. Apparemment, j'ai encore fait quelque chose de génial avec ce truc. Donc voilà, c'est quand même une période qui est quand même très très tendue. Mais vous le voyez, il y a quand même l'élément de justice existe. Le Parlement de Toulouse intervient et pourtant il est loin. Alors, on peut imaginer tout un balai de messagers, de cavaliers, etc. Ça devait être quelque chose. En fait, quand va se conclure la paix, hein, c'est la paix de Longjumeau. Tout ça va un peu s'apaiser, mais les Huguenots, les gens vivent, ils sont là, quoi. Et ils font
ils ont les mages aux yeux des poneaux, c'est l'ennemi intérieur, quoi. C'est la cinquième colonne. Et il va y avoir des rumeurs qu'un siège, enfin qu'une attaque se prépare, etc. Machin. Et cette attaque, elle va intervenir en 1573. C'est la reprise de la guerre. Comme je vous le disais, Rochebonne a démissionné. Hein, il était trop vieux. Et en plus de ça, il s'est quand même évertué à convertir les fameux calvinistes de Mazet-Saint-Voix, dont je parlais précédemment. Enfin, ça n'a pas bien marché. Parce que, là aussi, on peut reprocher tout un tas de choses aux catholiques, mais enfin, ils cramaient pas la gueule à tout le monde, à tout va. Hein, c'était pas... c'est là aussi sortir de l'éducation nationale et du narratif, à de nombreuses reprises, quand vous étudiez l'histoire de France, on essaye de faire s'amender les gens. C'est pas... Et ce n'est que s'ils ne s'amendent pas que... il arrive des choses. Il y a une excellente conférence d'un chartiste récent sur Internet sur l'Inquisition. Ouais, sur YouTube, vous pouvez le trouver sur la chaîne de l'école des Chartes. C'est certainement la première fois que j'écoute une conférence sur le sujet avec autant d'attention, et le gars fait preuve d'une honnêteté rare. Il va même jusqu'à expliquer qu'on a très peu d'éléments sur l'Inquisition parce que tout va être cramé à la Révolution. C'est la première fois que j'entends quelqu'un l'admettre, quand même. C'est intéressant. Bon, il n'est pas allé jusqu'à dire que Napoléon a pavé les routes de France avec... hein, ce qui est vrai, d'ailleurs. Donc 1573, c'est la reprise des hostilités. Les Huguenots vont transformer Espaly en camp retranché. Ça va se battre assez violemment là-bas. Et d'ailleurs, j'ai appris, je savais pas, mais c'était le palais de l'évêque, Espaly. Vous saviez? Je savais pas, à l'époque. Oui, c'était du côté de Monistrol. Monistrol, il y avait un palais d'été de l'évêque. Alors, il avait peut-être pas qu'un seul. Non, c'est la résidence d'été, c'est ça? Résidence d'été, voilà. D'accord. Là aussi, ça va. Alors, il y a un coup fameux, à un moment donné, où en fait, on nous explique que pour pouvoir donner l'assaut, les Huguenots vont se pointer avec une mine. Un truc en fonte rempli d'explosifs. Une sorte de poudre. Hein, c'est une mine, quoi. C'est pour miner la muraille. Parce que le puits, vous savez, c'était ceint de muraille. C'était d'ailleurs impressionnant. Et ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on connaît. Hein. C'était vraiment adossé, en fait, au rocher. Voilà. Et enfin, c'était intelligent, d'ailleurs, la façon dont c'était disposé pour l'époque. Et donc, ils vont se pointer avec leur engin explosif et ça marche pas. Ouais, c'est pas très fiable, à l'époque, hein, quand même. L'humidité aidant, ça pète pas. et c'est là que ça a pas marché non plus. En fait, les Huguenots n'ont jamais réussi à prendre le puits. Protégé. Bizarrement. Non, pas bizarrement. Oui, je blague un peu, faut bien rire. Mais oui, voilà. Nous sommes protégés. Saint-Michel. Oui. Et donc, en fait, on va s'acheminer plus vers une période politique vis-à-vis de cette ambiance au puits, excuse-moi, où les rois de France se succèdent. Vous savez qu'Henri de Navarre se bat et finalement, en fait, toute l'ambiance, en fait, du reste du territoire se répercute sur ce qui se passe au puits également. Il y a des choses bizarres qui se passent. Par exemple, ça c'est purement au puits. En fait, vous savez que le vicomte de Polignac, c'est à cette période qu'il va se brouiller, en fait, avec la municipalité du Puy. En fait, ce qui va se passer, la femme d'un des officiers du vicomte de Polignac est frappée dans la maison d'un certain Jacques Trioulin, qui est un bourgeois du Puy. Elle va se plaindre au vicomte de Polignac et à son époux.
le vicomte de Polignac, le lendemain, sort en armes avec 40 cavaliers. C'est considérable. 40 cavaliers, hein, pour l'époque. Non, mais, regarde. Et il se pointe devant le logis du bourgeois en lui demandant réparation, mais non. Et ça va énerver le vicomte de Polignac, et nous dit-on, bonsoir messieurs, et le vicomte de Polignac, nous dit-on, va faire le tour du quartier en sabrant tout ce qui passe. T'es un peu énervé. Genre le sang chaud, ce garçon. Non mais c'est fou quand même. Enfin, qu'en fait, il est tellement énervé qu'on ne lui donne pas raison. Il fait le tour du quartier et il sabre. Alors il va tuer des gens. Hein. Et après il se barre. Le conseil de ville décida que Polignac serait jugé par la cour du sénéchal. Mais le vicomte, vexé certainement d'être traité comme un justiciable ordinaire, ça se comprend, j'aurais fait pareil que lui, se comporta alors comme un vulgaire chef de bande, parcourant la campagne entre son château et la ville, maltraitant les citoyens du Puy qu'il y rencontrait. Ça en dit long sur l'aristocratie du XVIe siècle. On est loin du XIIIe que personnellement je chéris. C'est pas les mêmes. Moi, je vois pas comment on peut être un aristoï et se comporter de la sorte. C'est quand même... Mais on est bien en fait sur les prémices de la décadence, etc. Et c'est intéressant d'aller farfouiller en fait justement dans ces petits points, en fait, ces détails de l'histoire. Oui, bon, bref, j'arrête. C'est ça qui est bon. Et donc en fait, il va y avoir au Puy ce qui va être bon, outre cette histoire qui est une histoire purement locale, mais qui nous permet d'illustrer un peu l'époque. Le Puy, en fait, est fermement côté de la Sainte Ligue. Mais le roi aidant, on essaye de faire basculer... C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, c'est assez curieux quand vous le lisez, mais vous avez le parti royaliste et la Sainte Ligue. Moi, à l'époque, je ne me serais pas déclaré royaliste. Parce qu'en fait, finalement, les royalistes, c'est les protestants dans l'histoire. C'est ça qui est curieux. Et il faut faire une sorte de gymnastique mentale pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Et ça doit être très très difficile dans la tête de tout le monde parce que finalement, vous savez pas qui est votre... Enfin bon, si, vous devez croiser les gens à la messe. Mais alors, j'en sais rien, le gars qui un dimanche rate la messe, il est mal. Hein. À mon avis, c'était pas la bonne période pour tomber malade, tout ça. Il va y avoir, en plus de ça, dans cette période, des épidémies de peste. Et ça va pas aider non plus. Certains y voient, évidemment, un châtiment divin, etc. Enfin bon. À mon sens, c'est assez malvenu, mais enfin bon, les gens le pensaient. Et le climat va continuer à se dégrader jusqu'à ce que finalement, en fait, en 1588, le duc de Guise est assassiné aux États généraux de Blois. Les Poneaux en sont très émus. Alors j'ai un texte là, mais je ne veux oublier la mort et massacre fait des personnes. Je vous le traduis parce que c'est en français de l'époque. Est personne de ces grands zélateurs et piliers de notre religion chrétienne, CREST, hein, au passage. Ouais. Que étaient, mes seigneurs, les ducs de Guise et cardinal de Guise, son frère, fait par le commandement et la volonté, voire la tyrannie de ce barbare et ingrat Henri de Valois. Alors que les Poneaux, ils l'aiment pas, Henri. On le compare à Hérode. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, si ma mémoire est exacte, parce que je suis pas allé réviser ça, mais si je me rappelle bien, en fait, le duc de Guise et le cardinal se font assassiner devant le roi, quand même. Et ça moufte pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même sur une période politique, religieuse, avec des jeux de pouvoir, etc. C'est très très complexe. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer non plus dans trop de détails, parce que j'y suis pas entièrement rentré, et que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps de vraiment tout détailler. Mais globalement,
ce qui se passe au sein du royaume se passe plus ou moins en fait sur la ville du Puy. Et donc en 1580, voilà. En 1593, donc c'est l'abjuration d'Henri IV, en juillet 1593. Et là, en fait, la chronique nous manque. Il manque quelques feuillets parce que c'est Jean Burel qui est le chroniqueur du Puy. Il manque quelques feuillets, mais l'assassinat des Guises a provoqué la rupture totale entre Le Puy et Henri III. Le roi de la vie des Poneaux a pris le parti des hérétiques. Il faut essayer de comprendre nos provinciaux, enfin c'est l'auteur que je cite. Jusqu'alors, la défense des franchises urbaines et celle de la religion s'accompagnaient pour eux d'un même corollaire, la fidélité à leur prince. Et c'est, je sais pas si vous êtes royaliste, mais la figure du roi et la religion catholique sont indissociables. On peut pas. C'est d'ailleurs très curieux de rencontrer des catholiques qui ne sont pas royalistes. Moi, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça assez curieux comme position. Un catholique républicain, c'est un peu contre-productif à mon sens. Mais je voudrais terminer par vous parler de quelqu'un d'intéressant, si je le retrouve, où l'ai-je mis ? Henri Ier de Bourbon-Condé. Alors voilà pourquoi. Je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est une des grandes figures du protestantisme à cette époque-là. Il est donc le rival d'Henri III de Navarre, qui est donc le futur Henri IV. Et c'était un bon militaire. Donc il est le fils de Louis de Bourbon, premier prince de Condé, et d'Éléonore de Roy. Il va grandir dans une famille de conviction calviniste. Il est le cousin du roi de Navarre, et auprès duquel il combat durant la Troisième Guerre de religion. Il est marié à Marie de Clèves, sa cousine, en 1572. En fait, il va vraiment avoir il va insuffler en fait une puissance militaire indéniable aux protestants. Et ça m'a beaucoup ennuyé personnellement parce que je suis très attaché au prince de Condé, notamment en la personne de Louis-Joseph de Bourbon-Condé. Alors le grand Condé bien sûr, parce que c'est quand même un des grands chefs militaires français. Mais Louis-Joseph de Bourbon-Condé, j'y suis extrêmement attaché car il est le chef de l'armée contre-révolutionnaire, la seule qui vaille le coup au final, qui vont combattre hors de France contre la République. Il y a eu très très peu d'écrits faits sur eux. Il n'y a qu'un livre en fait qui est d'un chartiste encore, René Bittard Desportes, sur l'histoire de l'armée de Condé, qui a été réédité qu'une seule fois il y a très peu de temps, donc je vous conseille l'édition. C'est le dernier grand paladin du royaume de France, c'est le dernier, à mes yeux en tout cas. Et c'est très curieux de voir que les premiers de cette famille sont des protestants. C'est un curieux revirement de l'histoire tout de même, je trouve. Et lorsque, des années en arrière, j'avais découvert la personne de Condé, ça me gênait beaucoup. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Joseph de Bourbon-Condé. Et me dire que son ancêtre était le chef des armées protestantes, c'est un peu embêtant. Mais il n'empêche que, il va être un catalyseur, en fait. C'est assez curieux, d'ailleurs, peut-être en conclusion, on pourrait noter également le maréchal Maurice de Saxe, qui était protestant, et qui va donner la victoire de Fontenoy. Comme quoi, en fait, finalement, tous ces gens se sont écharpés pendant les guerres de religion, pour qu'au final, ça ne mène pas très loin finalement. On n'a pas su faire taire en fait cette réforme. Bien sûr que je parle d'une façon partisane. J'ai pas un respect dément pour les réformés. Les réformés modernes, j'en connais assez peu finalement. Je comprends pas trop leurs raisons. Je m'en moque un peu d'ailleurs aussi. Mais finalement, l'impression que j'ai,
et là on sort vraiment du cadre, c'est que finalement on a eu un Charlemagne qui a interdit l'usure, etc. Pour que plus tard en fait Luther et Calvin remettent tout cela au goût du jour. Et j'y vois personnellement la première pierre en fait sur le déclin européen vers une société marchande complète, etc. Donc en conclusion, la première chose qui frappe lorsqu'on étudie les événements qui se sont déroulés dans la région, c'est donc la proximité immédiate de tous ces gens. Ils vont vivre ensemble, ils vont s'entretuer ensemble aussi, mais à un moment donné, il faut bien faire société. Je pense que ça devait être très difficile. 30 ans de guerre civile. Alors, si vous observez, on nous fait tout un flanc en fait sur des conflits plus modernes comme la guerre civile américaine, etc. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est complètement boudé par les historiens. Vous avez 30 ans de Français qui s'entretuent, ça fait quand même, ça fait mal un peu. Ce qui est intéressant, c'est de noter la constance de tous ces gens en fait. C'est-à-dire qu'en fait, alors la constance, ça, en fait, oui, certains vont se convertir, se reconvertir, machin, etc. Ça, genre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez le baron de Saint-Vidal, par exemple, qui va combattre pendant 20 ans. Quoi. Alors peut-être n'avait-il pas le choix, on peut se dire ça, mais imaginez quand même passer 20 ans dans la guerre civile, c'est quand même. Je sais pas si on peut vraiment l'intégrer nous modernes. Et donc, malgré en fait les épidémies, les mauvaises récoltes, parce qu'il va y avoir aussi des problèmes de récolte, bah finalement, leur société s'est pas effondrée. Alors, j'ai essayé de faire un parallèle avec notre époque moderne, mais observez bien en fait l'effondrement qui nous est annoncé et ce que nos anciens ont traversé. Bah non, on s'effondre pas. On est là encore. 30 ans de guerre civile, la peste, les récoltes avec des famines, etc. Et les gens trouvent encore le moyen de se faire la guerre. Tout va bien en fait. Donc finalement, est-ce que ça nous porte pas à relativiser? C'est pas bien de relativiser, mais là je vais relativiser la période que l'on vit quand on la met en perspective avec les temps anciens. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et Merci à vous.